Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rafler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour revenir sur la course qui a eu lieu ce dimanche sur route. C'était le championnat du monde en ligne homme sur route qui a été remporté par Mathieu Van Der Poel, le premier néerlandais champion du monde sur route de la course en ligne depuis 38 ans, chez les hommes bien entendu. On va donc revenir dans ce podcast sur cette course en ligne, des mondiaux multidisciplines, ce qui fait qu'on évoquera bien évidemment ce qui s'est passé, un petit peu notamment sur la piste, et ce qui se passera avec aussi les épreuves d'âme, la suite un peu de la piste, on aura le VTT aussi qui arrivera en fin de semaine, bref, un gros programme pour ces mondiaux multidisciplines, avec donc cette course en ligne de dimanche. Et on va donc revenir faire ce débriefing avec nos deux consultants du jour. Je vais vous les présenter. Geoffrey tout d'abord. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, juste pour savoir, est-ce que c'est pour moi que tu vas répéter 12 fois dans l'introduction sur route, qu'on allait revenir à la course sur route? Je crois que tu m'as un peu matrixé à force, oui. Comme ça c'est bon, je sais que je me fais plus avoir à dire, alors Geoffrey, t'en as pensé quoi de la course de dimanche? Ah, la course de l'Otokopeki, magnifique. Je te connais. Et on complète l'équipe avec notre spécialiste VTT, on va un peu dire comme ça, mais aussi route, hein, bien évidemment. Louis, salut Louis. Salut Mathieu, salut Geoffrey, bonjour à tous. Et bien voilà, vous avez le programme de ce podcast. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors donc Geoffrey, tu l'as dit, on va d'abord se parler de la course en ligne élite homme sur route, comme ça on est bon. Cette course donc remportée par Mathieu Van Der Poel en solitaire, hein, devant Wout van Aert. Tadej Pogačar prend la médaille de bronze et Mats Pedersen la médaille en chocolat. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette course qui a été très animée, et ça on pouvait s'y attendre? Moi perso j'adorais le bordel qu'il y a eu sur le circuit où ça a relancé sans arrêt, ça donnait un peu cet aspect qu'ont les Flandriennes, où ça tournicote sans arrêt, où les coureurs sont prises en permanence, et c'est pas surprenant que le haut du classement ce soit des spécialistes du Tour des Flandres qui se retrouvent en tête. Justement, le top 4 de ces mondiaux, de ce mondial, c'est le top 4 du Tour des Flandres dans un ordre inverse, mais de cette année. C'est ça, et derrière on a Kung, Stuyven, Benoot, Bettiol, Paoles, Van Baarle, donc bon, on reste sur une idée de Flandrien. Après, il faut pas un truc comme ça tous les ans non plus, mais ce genre de circuit, voilà, ponctuellement, moi j'adorais. Louis, est-ce que t'as adoré toi aussi? Ouais, c'était une belle course. Comme ces 3-4 dernières années, le plus fort a gagné en solitaire. Je viens de me faire la remarque où en fait, sur les 4 dernières années, le plus fort finit par sortir et finit tout seul, ce qui tue un peu le suspense d'un final de course. Après, voilà, non, c'était une belle course, on ne s'est pas ennuyé. Franchement, c'était un beau dimanche de mondial comme on les aime. Alors, en plus, il y a eu la petite chute de Van Der Poel qui, à un moment, on a cru que ça allait relancer le suspense. Ouais, tu te dis, oh non, c'est pas possible, il peut pas perdre comme ça. En plus, il était trop fort, il était tellement au-dessus. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ouais, même à casser le serrage de sa chaussure et ça l'a pas embêté, il a rapidement repris du temps derrière. Justement, le parcours de ce mondial, ce parcours urbain avec une quarantaine de virages à angle droit, c'est un parcours qui était assez critiqué, notamment du côté de l'équipe de France. C'était Thomas Voeckler par exemple qui disait c'est un parcours de critérium, mais un critérium c'est pas un championnat du monde. Ces critiques-là, vous les comprenez? Ceux qui ont râlé, c'est ceux qui n'ont pas les coureurs pour briller sur ce type de parcours, surtout. Ah, c'est sûr que ça se distingue pour un certain type de coureur, forcément. Je préfère un parcours pour gazier avec des virages comme ça dans tous les sens dans les rues de Glasgow que d'aller prendre que d'aller faire un tracé qui sera beaucoup plus humainement discutable
pour ce qui a été choisi en 2028, par exemple. Oui, c'est Abu Dhabi en l'occurrence, qui aura aussi les championnats du monde de cyclisme sur piste l'année d'après, 2029. Voilà. Bon, c'est déjà arrivé en 2016 avec le Qatar. Et puis le tracé dans l'ensemble, autant j'étais pas fan a priori de la portion de transition, habitué à cet aspect championnat en circuit permanent où on tourne toute la journée au même endroit, mais ça a vraiment rajouté à ce côté classique flandrienne, le temps menaçant, parfois moche, parfois de la pluie, mais pas tout le temps, et une échappée complètement pétée, sauf 2 mecs dedans qui ont un bon niveau, on se demande comment ils se retrouvent au milieu des autres, qui partent, ils ont 10 minutes d'avance, et après ça se lance, et ça flingue pendant tous les sens, et c'est bloc à bloc à bloc pendant, comment dire, pendant 3 bonnes heures, et comme sur le Tour des Flandres, fait la différence dans une côte à 20 minutes de l'arrivée. Et comme sur le Tour des Flandres, un coureur de l'échappée qui réussit à rester dans le top 10. Ouais, c'est ça, hein, qui réussit à rester placé, qu'on n'attendait pas nécessairement là, qui est au milieu des meilleurs. Non, moi j'ai vraiment passé une bonne journée. Avec en plus les manifestants qui ont eu la bonne idée de bloquer la course pile au moment des qualifications de Philippe Ogana en poursuite et les matchs de Kérine sur le vélodrome. Donc, le timing était. Le timing était nickel. Ça collait bien. Louis, toi, par rapport aux critiques de ce parcours, comme Geoffrey, c'est simplement que les critiques sont venues de personnes, de nations qui n'avaient pas de coureurs appropriés. Ouais, après, je suis un peu partagé là-dessus, dans le sens où effectivement, je trouve que ce tracé, c'est vrai, c'était un peu exagéré, quoi, les virages et tout, ça devenait presque dangereux. Mais par contre, il faut de l'alternative dans les parcours. On peut avoir des tracés urbains parfois, des tracés complètement à la cambrousse. Il en faut un peu pour tout le monde. Après, je trouvais par exemple que Louvain, c'était le bon compromis entre circuit urbain et circuit pas non plus de la mort qui tue, quoi. Là, hier, ça a été un peu extrême. Mais bon, en vrai, non, c'était quand même assez plaisant. Ça permet d'avoir une course... comment dire, on va dire que ça a été rythmé, mais par contre, il y avait beaucoup de temps mort à chaque fois sur les attaques. Donc les mecs, ils attaquaient, mais après, ça se faisait à la relance et tout. Enfin, c'était un peu décousu, mais c'était bizarre. Le rythme était un peu bizarre. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais c'était un peu haché, des à-coups. Et ça se voyait très bien d'ailleurs dans le scénario de course. Au final, tu pouvais perdre 10 mètres sur une accélération, mais il y avait un temps mort, donc tu revenais derrière super rapidement. C'est comme ça que Valentin Madouas a tenu 50 km de plus que s'il avait pété d'un coup. Voilà. Je prends l'exemple comme ça, mais... Ouais, non, mais il y avait un tel enchaînement de virages que c'était même parfois aussi compliqué de maintenir une accélération, parce que t'attaques et t'arrives au bout, t'as un enchaînement t'as 4 virages qui se suivent avec 50 mètres d'écart à chaque fois, donc tu peux pas maintenir ton attaque, quoi. Donc c'est ça. Donc mon avis, c'est que je comprends les critiques, parce que c'est un parcours qui ne peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, je me dis, voilà, il y a de l'alternative et il en faut un peu pour tout le monde. L'année prochaine, ça sera un autre type de parcours. L'année d'après, ça sera encore un autre type de parcours. Et peut-être que dans 4, 5, 6 ans, on reviendra sur un circuit très urbain. Donc, il en faut un peu pour tout le monde. C'est vrai qu'après, le truc qui m'a le plus marqué un peu par rapport à ça, c'est que à la moindre chute, problème mécanique, comme on a pu le voir côté français avec Christophe Laporte, on a vu aussi des exemples auparavant chez les juniors. Dès qu'il y a un pépin, ta course elle est finie, t'es hors course, t'es éliminé, quoi. Il y a ce côté-là qui est un peu dommage aussi, quoi. Ah, comme sur une Flandrienne. Comme sur une Flandrienne, prends Paris-Roubaix, prends le Tour des Flandres, tu te prends un pépin mécanique au mauvais moment, bah tant pis. Oui, sauf que là, c'était tout le temps le mauvais moment. Alors qu'encore, il y a des moments où tu peux arriver à changer de vélo, là... C'était tout le temps où tu te retrouvais à devoir attendre entre 40 secondes et 2 minutes, alors que sur une Flandrienne, parfois tu peux être dépanné tout de suite, parfois, au bout de 4 ou 5 minutes, t'es encore sur le bas-côté à attendre qu'une bagnole arrive. C'est sûr. C'était moyenné, du coup. Non, et le parcours, en plus, ça fait des choses variées, parce que l'année prochaine, Zurich, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des côtes qui soient plus longue, plus roulante, où il y aura de quoi mettre en route avant un final sur le plat. Kigali, a priori, on aura le final en bosse. Montréal, si c'est le circuit du Grand Prix de Montréal, ce sera encore un peu différent. Salanches, après, ce sera encore différent. Donc, voilà. Et après, 2028 à Abu Dhabi, ça sera pour Sprinter. Ouais, sauf s'ils vont construire artificiellement une montée débile comme ça a été... en tout cas, c'est ce qui a été annoncé par David Lapartien. Donc, bon, voilà. Sprinter, les affirmations de David Lapartien.
Mais ça fera pas de mal aux sprinters qui aient aussi un peu une chance de se disputer un titre mondial, même si c'est à Abu Dhabi. En vrai, Wout van Aert, il peut gagner les 5 prochains. Hein. Ah bah... il peut tout gagner, lui, c'est pas un problème de un parcours. Circuit difficile avec une arrivée sur le plat, une montée raide en pavé, une classique comme Montréal, l'enchaînement à Domancy, un truc pour sprinter. Ah bah il est tellement complet. Alors c'est et sûr il fera deuxième partout. On va rentrer un petit peu dans le détail de la course, justement, de ce dimanche, avec déjà Mathieu Van Der Poel qui s'impose avec 1,37 d'avance sur Wout van Aert, et derrière Pogačar Pedersen à 1,45. Il avait attaqué à 20-25 km, je crois, de mémoire, à peu près de l'arrivée. Est-ce qu'on peut dire que ce parcours, justement, comme on en parlait, il était parfait pour Mathieu Van Der Poel? Il fallait mettre quelques grosses mines bien ciblées et avoir un rythme qui changeait très souvent. Donc ça le favorisait plus qu'un Pogačar qui, une fois qu'il a accéléré, doit rester sur un rythme soutenu quelques kilomètres. Typiquement, Pogačar, ce qui lui permet de gagner le Tour des Flandres, c'est d'avoir une très longue montée à Quarmont où on peut appuyer sur les pédales longuement après avoir accéléré. Là, oui, il n'y avait pas d'effort un peu plus long comme sur le Tour des Flandres. Ouais. Maintenant aussi, Mathieu Van Der Poel a parfaitement géré son effort. Il ne s'est pas du tout dispersé comme un Mats Pedersen, qui perd probablement le podium là-dessus. Il a bien ciblé les moments où il attaquait, et ça lui a permis de faire mouche. C'est vrai que Mathieu Van Der Poel, par rapport à Mats Pedersen, finalement, pendant longtemps, on l'a pas beaucoup vu, quoi. Bah, c'est ça, il était là. On voyait qu'il était là, qu'il était prêt à réagir, mais on ne l'a pas vu vraiment mettre une grosse attaque à plus de 100 bornes de l'arrivée, comme Pedersen l'a fait ou comme Pogačar l'a fait. Louis, qu'est-ce que tu en as pensé pour ta part de la course de Mathieu Van Der Poel? Bah, quand il n'y a pas des enfants qui viennent faire du bruit à côté de ta chambre en pleine nuit, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal pour aborder une course. Ouais, non, blague à part, il était vraiment le plus fort et comme le dit Geoffrey, il a parfaitement couru. Enfin, il filochait comme il fallait jusqu'au final. Il y a même un moment où, je sais plus, ça devait être à 60 km de l'arrivée, je me dis, Van Der Poel, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, tiens. Tu sais, on voyait Pedersen, on voyait Van Aert, on voyait Remco qui mettait sa mine, qui se faisait lâcher, qui remettait une autre mine en revenant. Enfin, on voyait un peu toujours les mêmes poids, et puis à un moment, tu te dis, ouais, mais Van Der Poel, il est où? Enfin, on le voyait plus offensif. Je dis, ok, il court bien, il filochait, et bah, après, il a mis sa banderille, et tu vois, un peu à l'image d'un Alaphilippe, c'est qu'il mettait la bonne cartouche, et puis ça partait, quoi. Là, franchement, bon, pas comme à Louvain, tu me diras, mais Louvain, il en a mis 50, Alaphilippe, mais là, Van Der Poel, ouais, et puis sur la grosse attaque où il fait la différence, ouais, c'est vraiment impressionnant. Et puis même derrière, il relançait. Il était une jambe au-dessus de tout le monde, mais il a bien couru, quoi. Donc là-dessus, rien à dire. C'est vrai que même de manière générale, les coureurs néerlandais, on les a quand même très peu vus. On a beaucoup vu les Belges, les Italiens, les Danois se montrer, attaquer, rouler en tête du peloton, alors que les Néerlandais, ils étaient très transparents quand même pour le coup. Bah, un Van Baarle, franchement, je crois que je l'ai vu un moment à l'arrière du peloton. Il finit 12e, un petit peu dans l'anonymat général. Mais par contre, genre, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des Néerlandais à l'écran, genre à part quand il y a eu la chute de Van Dijk, et puis quand ils étaient les 2-3 là au poste d'assistant là et qu'ils abordent. Sinon, je me souviens pas d'avoir vu des Néerlandais à l'image. Enfin, c'est une course où ils ont bien couru, on les a pas trop vus. Ils ont pas trop fait parler d'eux dans la presse avant la course non plus. Et bah voilà, ça paye, hein. Ça paye derrière. Ils avaient l'élément le plus fort, ça aide, mais ils ont forcément. Justement, c'était la bonne stratégie de rester calme et de profiter du travail des autres pour mettre juste une attaque, un coup et que ça soit le bon. Ouais, et puis de toute façon, tu voyais bien, les Danois, ils en faisaient beaucoup très tôt, les Italiens, c'était pareil. Alors, ils ont fait des grosses courses de mouvement et peut-être qu'ils n'avaient pas le choix collectivement de passer comme ça. Mais les Néerlandais ont mieux couru et voilà, ça paye. Concernant Mathieu Van Der Poel, alors bon, sa course forcément était tellement fort que n'a pas 1000 choses à dire, mais par rapport à toute la préparation qu'il y a eu, ce qui s'est passé avant, alors moi personnellement, justement, vous me direz ce que vous en pensez, il y a un peu un comparatif qui m'a marqué, c'est Mathieu Van Der Poel et Julien Alaphilippe, parce que Julien Alaphilippe,
2020-2021, on le voyait faire beaucoup d'efforts sur le Tour de France. Alors, non, 2021 c'était différent, mais 2020, on l'avait vu faire beaucoup d'efforts sur le Tour de France. Parfois un peu trop, un peu pour rien sur le moment de la course, on comprenait pas forcément trop. Et après, ça avait payé dans la foulée sur le championnat du monde. Sur ce Tour de France, en juillet, on a vu Mathieu Van Der Poel faire beaucoup d'efforts, être poisson de pilote pour Jasper Philipsen, faire beaucoup d'efforts ensuite, en échappée notamment, mais sans aller chercher une victoire d'étape. Et ensuite, il est venu chercher ce titre de champion du monde en étant le plus fort. Est-ce que ça a payé justement, ou c'est pas vraiment lié? Il a gagné, donc on peut dire que ça a payé. mais clairement, il avait une forme qui n'était pas époustouflante début juillet. Sinon, on aurait pu le voir participer à des échappées ou essayer de gagner des étapes. Il est resté dans un rôle d'équipier. Il est monté en puissance petit à petit. Le Tour, ça lui a permis de prendre un peu de caisse tout au long de la course pour être complètement prêt pour ce mondial. Et enfin voilà quoi, il a fait la course parfaite. Il a fait les efforts qu'il fallait où il fallait. Il avait l'énergie pour le faire et il a mis une énorme différence quand il est parti. Bon, le fait qu'au bout d'un moment les autres derrière se regardent, ça participe à creuser l'écart. Mais non, quoi, il a géré parfaitement sa forme pour arriver là. Il était enfin, il s'est pas dispersé par rapport à l'année dernière. Enfin, sur sa manière dont il aborde la saison aussi, je trouve qu'il apprend de ses erreurs. Parce qu'il se dispersait parfois sur une course, et depuis Harrogate, oui, c'est un petit peu calmé là-dessus. Un petit peu, hein, ça reste Mathieu Van Der Poel. Sur la saison, il a fait l'erreur de vouloir doubler Giro au Tour. Et enfin, voilà quoi, ça lui a appris que si, au bout d'un moment, il peut fatiguer s'il court non-stop en permanence. Et voilà, et là, ça lui permet de cibler quelques événements particuliers, de bien s'en sortir. Et là, quand même, enfin, champion du monde de cyclocross, il gagne Milan-San Remo, il gagne Paris-Roubaix, là, il est champion du monde sur route. Donc, ouais, c'est une voilà, saison quoi. incroyable. Et puis, c'est une saison quasi parfaite. Ah oui, et puis même lui en plus a dit qu'il pensait finir sa saison sur route après ces mondiaux. Bon, ça peut faire un peu tôt, sachant que le mondial était quand même le 6 août, mais du coup, il va peut-être être amené à rallonger, prolonger, faire au moins une course cette année avec le maillot de champion du monde, quoi. Alors, l'équipe Alpecin participe au Grand Prix de Fourmies. Donc l'appel est passé, je sens. Plus sérieusement, oui, il va faire sûrement profiter de sa forme du moment et faire quelques courses. Après, on va voir comment il sera après le VTT qui va arriver. Oui, parce qu'il sera aussi aligné au mondial de VTT, son objectif étant de pouvoir au moins se qualifier pour les Jeux Olympiques en VTT. C'est ça. Et ensuite, il faudra voir comment il va aborder la saison de cyclocross où il va chercher à aller récupérer un 6e titre mondial en début février prochain. Oui, je pense qu'on va le voir sur quelques courses en août ou en septembre. Le calendrier belge, au sens le plus large du mot belge, est suffisamment dense en courses d'un jour qui peuvent lui plaire pour qu'il ait l'occasion d'aller faire quelques courses sans trop s'user à travers des grands déplacements. Mais je ne m'attends pas à ce qu'il vienne nécessairement en World Tour, à part peut-être sur le Tour du Benelux. Ouais, le Tour du Benelux qui a changé de nom, qui est repassé à 5 étapes, je crois, ça sera le René 8 Tour. Je crois que j'avais vu aussi quelqu'un sur le forum, je crois qu'il faisait la remarque que s'il court pas l'Amstel Gold Race l'an prochain, le René 8 Tour, ça pourrait être la seule occasion pour Van Der Poel quasiment de courir avec le maillot de champion du monde aux Pays-Bas. Non, il y a des cyclocross aux Pays-Bas. sur route. Mais oui, il y a les cyclocross. Louis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à la saison de Mathieu Van Der Poel et toute sa progression au fil du temps, comme l'évoquait Geoffrey ? Je pense qu'il faut qu'on soit conscient que là, on assiste au prime de Mathieu Van Der Poel. Il a 28 ans, et là, on sent que dans sa manière de courir, c'est peut-être moins le cyclisme spectaculaire qu'il pouvait procurer ces dernières années. Là, cette année, on est vraiment dans du cyclisme juste. C'est-à-dire qu'il court juste. Il fait pas d'efforts superflus, il court juste. Il fait les efforts au bon moment, et ça paye parce que il répond présent sur tous ses objectifs. Il y a juste eu le Tour des Flandres où il est devancé par Pogačar. Mais sinon, il court juste, quoi. Enfin, c'est le prime de Van Der Poel. C'est moins spectaculaire, mais par contre, il fait des différences de fou parce qu'il court trop bien, quoi. Et il est trop fort. Enfin, et si voilà, c'est mon constat, c'est qu'il en fait moins trop tôt, mais il fait les efforts au bon moment et ça paye. Et puis on signalera aussi que Mathieu Van Der Poel est devenu
par la même occasion le premier homme à devenir champion du monde de cyclisme sur route et de cyclocross. Il l'a fait en plus la même année, sachant que la même année ça avait déjà été fait, mais chez les femmes, par Marianne Vos en 2012 et 2013. On n'oubliera pas non plus notamment Pauline Ferrand-Prévot, qui avait été sacrée sur route en 2014, et en cyclocross et en VTT en 2015. Voilà, comme ça, le point cyclocross est replacé, Geoffrey. C'est tout. Je remarque que c'est pas moi qui a parlé de cyclocross en premier. C'est vrai. Alors, on va évoquer aussi quand même les adversaires de Mathieu Van Der Poel, parce que même s'il était une jambe au-dessus des autres, il n'était pas non plus tout seul. Je crois que Louis, c'est toi qui avais évoqué le fait que les Néerlandais, en amont de la course, et pendant la course, mais aussi en amont de la course, avaient été assez discrets. Pour le coup, c'était au contraire des Belges, les Belges qui avaient pas mal parlé, médiatiquement pris la parole, notamment je crois que c'était Remco Evenepoel en conférence de presse qui avait dit si j'étais à la place des Français et des Néerlandais, j'aurais peur, parce que ça va pas être facile de nous battre. Mais finalement, les Belges finissent avec un Jasper Philipsen rapidement lâché, Remco Evenepoel a pas été en mesure de vraiment pouvoir attaquer, et Wout van Aert qui finit deuxième. Est-ce qu'ils pouvaient vraiment faire mieux, les Belges, par rapport déjà par rapport à leurs espérances et par rapport à Mathieu Van Der Poel aussi, d'une certaine manière? Bon, alors déjà, si tu veux revenir rapidement sur les déclats, tu as deux façons d'aborder la chose. C'est que soit tu te dis, factuellement, ils ont plus ou moins raison, ils avaient un collectif qui est vraiment impressionnant. C'est vrai, ils en placent 3 dans le top 9, donc d'un côté, ils ont un peu raison, mais par contre, tu peux pas lâcher ça comme ça, à la veille d'une énorme course comme ça. Derrière, le terrain te le rattrape forcément à un moment donné. Et ils ont pris, on va dire, ce qu'on appelle le karma, quoi. Enfin, c'est le terrain qui parle, et parfois la presse, il y a les mollo, et voilà, ils se sont fait rattraper à leur propre jeu. Après, si on revient à la course, moi je trouvais honnêtement qu'à certains moments, ils se couraient beaucoup dessus. Alors, il y a forcément le facteur des oreillettes qui fait que tu n'es pas forcément au courant de ce qui se passe devant ou derrière toi. Ça fait partie du charme des championnats du monde. Mais ouais, sur la tactique de course, il y a des choses que je comprenais pas forcément. Et par exemple, tu vois, au final, leur course pourrait être réussie dans le sens où leur leader numéro 1, qui était Wout van Aert, parvient à accrocher le bon coup, mais il est battu par plus fort. Tu te dis que là-dessus, stratégiquement, ça a plutôt bien marché. Mais maintenant, si tu regardes le résultat, tu vois qu'ils ont 3 gars dans le top 9, donc 3 gars qui étaient vraiment au moins à un bon niveau, et tu peux ajouter à ça Evenepoel qui termine 25e en roue libre, parce que à mon avis, il prépare un petit objectif d'ici quelques jours. Mais tu te dis qu'en fait, les Belges, ils auraient pu courir différemment, parce que quand tu as un mec comme Jasper Stuyven qui fait 6e, ou un mec comme Benoît qui fait 9e, tu dis que tu avais moyen de les utiliser un peu différemment que simplement faire des gros tempos dans les bosses en propulsion du devant là. Tu dis que, par exemple, quand Bettiol sort, tu vois, c'est dommage de ne pas avoir un Stuyven qui part avec Bettiol. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, et peut-être que Geoffrey donnera un avis contraire. Mais tu vois, je trouve que les Belges ont pas utilisé toutes leurs cartes de la bonne manière. Geoffrey, justement, qu'est-ce que les Belges auraient pu faire de mieux? Avoir une stratégie. Parce que dire on veut gagner avec Evenepoel ou avec Van Aert, c'est pas une stratégie. Evenepoel, relativement vite, on a compris que ça serait pas pour lui. Van Aert était fort. Maintenant, voilà quoi. Ils sont en surnombre. Et le surnombre, c'est idéal pour mettre le bordel dans un groupe qui est en chasse derrière un autre. Parce que là, il n'y avait pas moyen de mettre en place un train qui allait mettre un rythme soutenu. Et ce qu'ils auraient dû faire, c'est ce qui a en gros été la stratégie de Lefebvre sur les classiques pendant une bonne quinzaine d'années. Il y a un mec devant, les autres derrière roulent pas et ils foutent le bordel en emmerdant ceux qui essayent de rouler. Et clairement, ouais, un mec comme Stuyven, tu le balances devant à 60 bornes de l'arrivée, t'en as qui vont être obligés de réagir, plus qu'avec Bettiol, sans manquer de respect à Bettiol. Ce qu'il a montré ces dernières années, voilà quoi. Donc, c'est-à-dire que pour toi, les Belges ont... On est plutôt d'accord, Geoffrey. Ah oui, moi les Belges, ils auraient dû mettre des mecs devant. Autant certains, comme Van Hooijdonk, qui était vraiment là dans le rôle d'équipier, mais un Stuyven ou un Benoît, tu le balances devant, ça prend 20 secondes. Derrière, ça va commencer à claquer les genoux pour voir est-ce qu'on se met en route, comment on fait, est-ce qu'on attaque.
Là, les Belges, ils ont servi d'équipier à tout le monde. Ouais, en gros, pour Et toi, les Belges ont couru à contre-temps en étant en réaction plutôt qu'en action. c'est ça. Mais après, ils avaient envie de courir comme ça, mais ça leur a pas marché. Et avoir remporter le classement par équipe des championnats du monde, c'est un objectif pour personne. Après aussi, par rapport à tout ce côté stratégique, Louis, tu avais évoqué le fait que un élément qui est important aussi, il n'y a pas les oreillettes sur les championnats du monde. Wout van Aert s'en est plaint, il a dit ça n'a pas de sens, on est tellement habitué à courir tout le temps, toutes les courses avec, ça n'a pas de sens de nous enlever les oreillettes sur la plus grande course du monde. Donc il affirme ouvertement qu'il ne sait pas courir s'il n'a pas quelqu'un qui lui explique minute par minute comment faire. Mais Wout van Aert, il fait pas du cyclocross, il n'y a pas d'oreillette en cyclocross. Donc toi, tu penses que la question des oreillettes a rien à voir là-dedans, entre guillemets? Sur le fait que certains coureurs courent mal, bah si, parce que déjà certains courent mal avec des oreillettes parce qu'ils sont habitués à juste faire ce qu'on leur dit et être en réaction à un ordre immédiat, certains ont beaucoup de mal à s'adapter directement à ce qui est en train de se passer. Les oreillettes, clairement, n'aident pas les coureurs à avoir un sens stratégique. Et Après, il y a un côté, ça peut enfin, aussi aider à mieux savoir où en est la course, à savoir qui est oui, mais devant, quels alors, sont les je, écarts. je ne milite absolument pas pour un retrait des oreillettes, je milite pour que les oreillettes soient branchées sur Radio Course. Comme ça, les coureurs sont en permanence informés d'un éventuel danger. Il se passe quelque chose, ça va être arrêté, il y a un virage dangereux, il y a une descente, attention, il faut faire gaffe. Tout ça, c'est dit sur Radio Course. Les coureurs seront au courant. Le... Les écarts, qu'est-ce qui se passe, combien il y a les échappées, qui est devant, c'est quoi, tout est dit sur Radio Course. Les coureurs qui râlent sur les oreillettes, qui veulent préserver les oreillettes, ils disent deux choses. Avoir des informations sur la course, être informé du danger. Voilà, c'est pas le rôle du directeur sportif de faire ça. Mhm. Éventuellement en amont, éventuellement réadapter des choses ponctuellement, mais ça pourrait suffire. À tester en tout cas, hein. Je dis pas c'est une solution miracle qui va tout résoudre, Non, mais non, bien sûr, il y a jamais une solution miracle, hein, sinon on l'aurait déjà trouvé. ça peut se tester. Il y a beaucoup de choses qui sont testées sur des courses continentales, sur des Pro Series. Et je suis sûr qu'il y a des courses qui seraient ravies d'expérimenter ça. Louis, qu'est-ce que tu en penses toi, de l'influence de l'absence d'oreillettes sur cette course? Bah, j'ai exactement le même avis que Geoffrey, donc on va la faire courte sur la question des oreillettes. Si je devais répondre à Van Aert, je dis bah, ok, bah alors enlève les oreillettes toute la saison, comme ça tu vas apprendre à courir tactiquement. Les mondiaux, ça a toujours été comme ça, sans oreillettes. On a les mêmes remarques chaque année. C'est bon. Enfin, l'année dernière, il a rien dit parce que Remco a gagné, mais sinon ça aurait été la même chose. Hein. Faut pas se leurrer. Mais non, mais c'est toujours pareil et la problématique revient chaque année. Donc, ouais, moi, la solution proposée par Geoffrey mérite d'être testée en course. Alors, sur quelle course? Je ne sais pas. Peut-être Paris-Roubaix, peut-être Milan-San Remo, ou peut-être le Grand Prix de Fourmi pour faire plaisir à Geoffrey, mais ouais, pourquoi pas. Enfin, c'est pas le débat du jour, mais ouais, par rapport à la remarque de Van Aert, c'est ce que j'aurais à lui répondre. Et j'ai pas envie d'être dur avec les Belges, hein, mais parce que là, après, je vois déjà arriver les commentaires qui me disent oh, les Belges, voilà, ils vous posent problème. Non. Mais c'est à nous d'analyser ce qu'on voit et ce qu'on entend. Oui, puis après, je veux pas dire non plus que Van Aert a dit que c'était juste à cause de l'absence d'oreillettes qu'il a perdu la course. Hein. Je veux pas non plus extrapoler, il faisait cette remarque par rapport à ça. Je crois qu'il évoquait notamment aussi le fait que si on avait eu les oreillettes, on aurait pu savoir que Van der Poel aurait chuté, donc ça nous aurait... ça aurait changé quelque chose. Alors c'est vrai que justement, c'est peut-être l'élément sur lequel je comprends moins l'absence d'oreillettes, mais... Ouais, mais alors pour le coup, s'il avait su que. Enfin, donc il est en train de dire que, ouais, on était en train de ratonner et de pas se donner à fond pour revenir parce qu'on se disait qu'on n'allait pas revenir. Alors que si on aurait su qu'on aurait pu revenir, en fait, on aurait roulé. Du coup, c'est un élément qui peut tendre à montrer que les coureurs, à partir du moment où Van der Poel a pris une certaine avance, derrière ça s'est dit, bon, on va jouer la médaille d'argent, c'est fini, quoi. Voilà. Donc il affirme qu'il courait perdant dans le dernier tour. Justement, derrière Van der Poel, il n'y a pas forcément parlé que de Van Aert. Est-ce qu'il y a un coureur en particulier qui vous a marqué sur sa façon de courir, sur tout ce qu'il a pu faire? Le duo Bettiol-Trentin. Je m'attendais pas du tout à voir ces deux coureurs aussi offensifs et aussi forts. Bettiol qui passe pas loin d'un top 5 et
Il finit top 10, il s'est un peu relâché sur la fin. Enfin, il finit quand même dans le top 10. Trentin qui malheureusement chute, mais qui semblait en excellente forme. Je ne m'attendais pas à retrouver ces deux coureurs-là aussi offensifs. C'est vrai que pour le coup, j'ai vu Alberto Bettiol qui disait en interview d'après-course, notre objectif c'était pas de faire podium, c'était d'aller chercher la victoire, et on a couru pour aller chercher la victoire. Ça ressemble à ça, en voyant Bettiol qui attaque à 50 bornes. De toute façon, Bettiol, s'il restait dans le peloton à la pédale, au moment de l'attaque de Van Der Poel, il se fait exploser comme les autres. Donc, même aussi fort qu'il soit, il aurait pas su tenir. Donc, ouais, il fallait mettre le bordel dans tous les sens et tenter d'anticiper. Enfin, ils l'ont bien fait, quoi. Ils ont un peu couru comme les attaques de Bettiol et de Trentin comme ça, à fond complètement, à 120 bornes de l'arrivée. C'est un peu ce que Cosnefroy a pu faire sur différents championnats ces dernières années au sein de l'équipe de France. Ouais, et puis en plus, la dernière attaque de Bettiol à un peu plus de 50 km de l'arrivée, je crois, de tête, il la met juste au moment où il se met à pleuvoir. C'est-à-dire qu'il entre dans le virage, il pleut pas, il ressort du virage, il pleut. Et il attaque à ce moment-là. Enfin, il a fait exprès, justement, aussi, hein, mais il a su bien gérer cet élément. C'est ça, parce que derrière, dans un groupe, quand il y a des virages et de la pluie, ça va moins vite. Donc, il a su tirer profit de ça pour être, on va dire, l'attaque des 3 dernières heures qui a permis à quelqu'un d'être le plus longtemps à l'avant. Non, ils savaient qu'individuellement, ils n'étaient pas les plus forts et ils ont essayé de jouer sur l'offensive en anticipant et c'est très clairement à mettre à leur crédit. Louis, est-ce que la tactique des Italiens, c'était la tactique la plus intéressante avec les cartes qu'ils avaient en magasin par rapport aux autres sélections? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont été animateurs de la course. Ils auraient mérité mieux qu'une simple 10e place de Bettiol, franchement. Alors, l'Italie, ces dernières années, ils sont quand même passés à côté de pas mal de mondiaux. Alors, cette année, voilà, collectivement, c'était une vraie belle course. Mais bon, ça paye pas avec seulement la 10e place de Bettiol et la chute de Trentin. Après, il y a des nations qui ont vraiment fait des belles courses. On a parlé un peu des Danois qui ont été également animateurs, presque trop. Mais Pedersen, qui était au niveau des mutants, c'est quand même une grosse perf physique. Bon, il termine au pied du podium, ça le récompense pas malheureusement. Ensuite, les Suisses, le duo Schmid-Kung était vraiment propre. Kung qui est revenu un peu de nulle part pour aller chercher une 5e place au sprint qu'on n'aura pas vu malheureusement, parce que ça aurait mérité le détour, je pense. Et puis après, derrière les petites surprises, on a Mathieu Dinam qui vient chercher une 7e place en étant parti dans l'échappée. Donc ça, franchement, ça c'est la grosse perf dont on n'entendra jamais parler. Et également, j'ai envie de souligner la bonne course des Lettons. Ils étaient que 4 au départ. Et très belle course de Tom Skuns qui prend la 8e place. Et puis ils avaient Neylands dans l'échappée qui a fait une très belle course également. T'as des nations comme ça qui ont vraiment été surprenantes. Gamper, il est autrichien, mais bien essayé. Mais en vrai, dans les petites nations, par contre, pareil, le Tchèque Peter Kelemen de la Tudor qui fait 24e. Voilà, c'est un peu le no-name qui fait un gros résultat. Peter Kelemen qui finit juste devant Remco Evenepoel. Mine de rien, voilà, c'est quand même pas. Ça, c'est la classe. Non, mais il y a des nations comme ça qui ont fait des belles courses et dont on n'entendra malheureusement pas parler dans les résultats, mais voilà, c'est quand même à souligner. Et puis avec tout ça, alors vous m'avez cité pas mal de monde, mais il y a quand même aussi un coureur qui est limite, je crois, le seul du top 10 dont on n'a pas parlé, c'est Tadej Pogačar encore. Il a fait alors à quel point ça peut être étonnant parce qu'on parlait du fait que c'était une course qui était qui convenait bien aux coureurs qui étaient marqués flandriennes, notamment le Tour des Flandres, avec des bosses très courtes. Tadej Pogačar, sur le papier, c'était un parcours qui pouvait peut-être moins lui convenir qu'à Van Der Poel, Van Aert, voire Pedersen. On parle quand même du vainqueur du Tour des Flandres, donc sur une course qui favorise les Flandriens. Oui, non, mais parce que tu parlais de l'absence d'une montée comme le vieux Quarmont sur laquelle il avait profité, fait parler ses qualités sur le Tour des Flandres. Hein. C'est pour ça que sur toutes ces attaques, on le voyait présent, il était fort, il avait de quoi être avec les meilleurs, mais il n'a pas su faire la différence à aucun moment. Pourtant, il a essayé plusieurs fois. Ça me surprend quand même de le voir battre Pedersen au sprint, mais après Pedersen, vu tous les efforts qu'il a fait toute la journée et le sprint qu'il lance encore, on le voit, ils sont pas encore à la pancarte des 200 derniers mètres et il lance déjà son sprint de l'avant. Ouais, j'avais vu justement Pedersen qui disait dans le final qu'il avait pas voulu prendre trop de risques, ce qui fait qu'il avait laissé un peu filer Van Aert dans des virages, avec tous ces virages un peu trempés, mouillés.
Et après il s'est fait pas trop sprint par Pogacar, qui prouve qu'il peut être là partout lui aussi. Hein. Il manque que le sprint, sinon c'est un Van Aert Gamper. Hein. Ouais, encore, il a une bonne pointe de vitesse. Hein. Ah oui. Je sais plus dans quelle étape du tour, mais il a fait un top 10. C'est pas à Limoges? Je crois, ouais, il doit faire 8 ou 9 à Limoges, ouais. Donc, bon. C'est Pogacar, voilà, ça résume un peu tout. Un mot aussi sur la course de l'équipe de France. L'équipe de France qui avait de belles ambitions, alors on en avait parlé, vous ne voyez pas les Français aller chercher la victoire, mais il y avait moyen d'aller chercher au moins un podium. On se retrouve au final avec Valentin Madouas 15e et Benoît Cosnefroy 47e comme les seuls Français qui ont fini ce mondial. Après notamment la crevaison de Christophe Laporte qui a été éliminé sur ce fait de course. Qu'est-ce qui a pu manquer à l'équipe de France dans l'ensemble? Bah, un peu de chance. Un peu de chance avec Laporte, qui était certainement la carte numéro 1. On ne le saura jamais, mais je pense que c'est une évidence pour tout le monde. C'était la carte protégée dans l'équipe. Le bilan, il est pas bon parce que bah voilà, tu repars avec seulement une 15e place et c'était certainement pas ce que tu es venu chercher à l'équipe de France. Après, derrière, est-ce que tu peux leur reprocher quelque chose? Bah, tu à la limite, tu peux râler sur le placement de Madouas qui se prend des cassures tous les 500 mètres, mais honnêtement, ça n'aurait pas changé grand-chose. Il a fait ce qu'il a pu, il crampe à 50 km de l'arrivée. S'il n'avait pas crampé là, il aurait crampé 20 km plus loin. Enfin, je dis peut-être une connerie, mais c'était dur de faire mieux en l'état des choses. Ce que tu peux souligner, c'est le sacrifice de Cosnefroy à 70 km quand il fait tout l'effort tout seul pour boucher 30 secondes sur le gros groupe qui était sorti. Et sinon, la seule interrogation que j'ai, c'est sur certains coureurs qui n'ont jamais pu poser sur la course. Je pense à Brian Cocard, qui aurait pu être une carte intéressante dans une autre configuration de course, mais qui au final, qui a disparu de l'écran d'un coup sans l'avoir vraiment vu acteur. Tu vois, c'est là où tu peux te dire, bah ouais, c'était peut-être pas un bon plan. Après, j'ai rien contre Brian. Hein, il y a des choses peut-être qu'il a faites et qu'on n'a pas vu tout simplement à l'écran. Mais pareil, tu vois, un Cavagna, il a roulé 20 km en tête de peloton, mais tu comprends pas vraiment pourquoi. Enfin, ouais, il y a des petites choses comme ça que tu comprends pas. Pareil, l'attaque d'Alaphilippe à 130 bornes. Est-ce que c'était pour faire le spectacle? Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière la tête et qui a été réduit à néant par la crevaison de Laporte? Franchement, moi, j'en sais rien. Il y a des petites interrogations comme ça. Tu peux pas trop reprocher de choses stratégiquement à l'équipe de France parce qu'il n'y a pas eu le temps de mettre quelque chose en place. Voilà, le bilan il est pas bon, mais tu peux pas reprocher grand-chose. Enfin, selon moi. Geoffrey, on peut avoir des regrets pour les Bleus ou comme le disait Madouas après l'arrivée, c'était pas un parcours qui leur convenait? Bah, c'était un parcours pour Flandrien et des coureurs capables de briller sur ce genre de classique. Il y en a, si on regarde les résultats des dernières années, il y en a deux. Laporte, bah, à partir du moment où il était mis de côté après son incident mécanique et il n'a pas su revenir, il restait plus que Madouas, mais Madouas s'est beaucoup usé à se replacer petit à petit, et à partir du moment où il a lâché lui aussi, voilà, c'est fini. Maintenant, sur le fait qu'il n'y en ait que deux à l'arrivée, en fait, enfin que tu finisses 29e à 14 minutes ou que tu abandonnes, c'est Oui, pareil. ça change pas grand-chose en soi, ça je suis d'accord. Donc, bon, Madouas, il a craqué, il finit 15e, bah, tant pis, quoi, on n'a pas pesé sur celui-là, j'ai envie de dire. Après ce qu'on a pesé sur les derniers, c'est pas spécialement trop grave qu'on se foire une fois. Et je suis sûr qu'on a des coureurs qui vont venir bien motivés pour représenter l'équipe de France au Vanberg dans un mois et demi. Donc c'est-à-dire que là, sur la course de ce dimanche, il n'y avait pas une autre tactique, autre stratégie qui aurait pu être mise en place, qui aurait été plus favorable aux Français? Là, c'est pas un problème stratégique, c'est un problème de crevaison. Si Christophe Laporte est devant, la course de l'équipe de France aurait probablement été tout autre, mais on ne saura jamais ce qu'il en serait advenu. Donc, voilà, Après, quoi, honnêtement, si Laporte n'a pas de problème mécanique, il n'a aucun problème, est-ce que tu le voyais, toi, accrocher le groupe des quatre costauds, là, Van Der Poel, Van Aert, Pogacar, Pedersen? S'il est en très grande forme, je le vois pas nécessairement moins bon que Pedersen. Et je pense qu'il Ouais. fait au moins top 10 sinon. Oui, le top 10, Sinon, c'était ouais, parfaitement jouable. dans le pire des cas, s'il n'est pas dans le top 4,
Je Il est avec pense qu'il est dans le groupe derrière, et à mon avis, entre Christophe Laporte et Stéphane Kung au sprint, il y aurait eu le top 5. Ah, on a quand même eu Stéphane Kung qui a battu Jasper Stuyven au sprint, hein, donc attention. Bon, donc du coup, si on doit résumer un peu ce que vous dites de l'équipe de France, une fois que Laporte était mis hors course, c'était compliqué d'espérer quelque chose. Et J'ai cru fatalement, un peu pour Madouas quand il revenait petit à petit, mais assez vite on a compris, non, il essaie de revenir, mais oui, en plus, on sait que Valentin Madouas, c'est pas forcément le coureur qui va toujours être le mieux placé. Et forcément, avec toutes les relances qu'il y a, ça peut amener à bouffer un peu plus d'énergie en étant placé à l'arrière d'un groupe plutôt qu'à l'avant. bah, et puis la cassure, la coupure qu'il y a eu avec la manifestation fait qu'il s'est refroidi un peu. Logiquement, il faut 7 ou 8 heures de course pour être chaud là. Ouais, ça lui a fait juste 100 plus 170 km plutôt que 270 d'un bloc. C'est ça. Bon voilà, concernant ce mondial sur route, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un élément, un coureur, une nation qu'on n'aurait pas évoqué? Bah, c'est pas spécialement quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais le petit festival d'attaque des toutes petites nations, même des nations que les 90% des spectateurs doivent pas connaître l'existence de ce pays-là, ça prend de plus en plus de place ces dernières années, et je trouve que ça ajoute au folklore des championnats du monde, d'avoir voilà, des coureurs de tout petits pays venir se mettre à l'avant. Même avec un représentant du Vatican, qui est Rins Kureus, qui était déjà là l'année dernière, parce qu'il me semble que, si je me trompe pas, il est marié à l'ambassadrice Ouais, il vit en Australie. à Mais, l'ambassadrice du Vatican en Australie, un truc comme ça. Mais je pense au moment où il y a eu une chasse-patate avec un mec de Saint-Vincent et les Grenadines, un mec d'Anguilla. Ah oui, oui. C'est C'est les mondiaux. C'est les mondiaux. c'est les mondiaux, voilà. C'est ce Ça, qui- ça a cet aspect un peu Jeux Olympiques, quand il y a des coureurs de pays complètement quasi aléatoires qu'on voit juste une fois et qu'on ne reverra plus jamais. Ça, je trouve ça sympathique. Et ça ajoute un peu à l'animation au début de course. Bah voilà. À présent, on va se pencher sur les courses qui restent à venir. On a notamment bien les contre-la-montre et aussi la course en ligne femmes élite qui sera dimanche prochain. Quels sont vos pronostics, vos paris sur les courses qui restent à disputer, sachant qu'on a aussi le relais mixte ce mardi après-midi. Geoffrey, qu'est-ce que tu vois vainqueur? On va se concentrer notamment sur les chronos et la course en ligne femme. Tu miserais sur qui? Bah, sur des coureurs qui ont déjà remporté un maillot arc-en-ciel ce dimanche, le Tokopeki et Filippo Ganna. Vraiment au hasard, hein. Ouais, je sais pas ce qui m'a fait les choisir. Non, je sais pas, on commence par parler de quoi? Du contre-la-montre ou de la course femme de dimanche? Le contre-la-montre, peut-être, comme Allez, le ça arrive contre-la-montre. chronologiquement en premier. Ouais, c'est ça, le contre-la-montre, sachant qu'on a le contre-la-montre dame qui sera ce jeudi et le contre-la-montre homme qui sera vendredi. Sachant que les hommes n'auront plus de course, en tout cas les élites hommes n'auront plus de course après vendredi. Donc. Bah, le contre-la-montre homme, il y a quelques noms qui ressortent, mais Ganna est vraiment en très grande forme, quoi. C'était que le Tour de Wallonie, mais il a montré de bonnes choses, à la fois dans les petites bosses, à la fois au sprint, je veux dire, en gagnant un sprint alors qu'il essayait de lancer Viviani. Là, en poursuite, enfin, il tenait l'équipe d'Italie à lui tout seul presque. En poursuite individuelle, il était exceptionnel. Et il semblait presque encore léger parce qu'il était en train d'accélérer jusqu'au bout. Donc, enfin, ça aurait pu, on lui donnait une dizaine de tours de piste en plus et il les faisait sans problème Et même aussi sa à son poursuite rythme. individuelle. Mm. Donc, enfin, je vois vraiment Ghana en très grande forme. Evenepoel me semblait pas nécessairement excellent. Alors après, c'est peut-être le tracé qui l'avantageait pas. Ce sera un peu différent. Il y aura moins de virages pour le contre-la-montre. Oui, ça forcément. Sachant que je récupère, mais alors, ça finira sur une petite montée. Alors, j'ai pas le détail, mais bon, c'est pas bien méchant, je crois. Les contre-la-montre qui seront à Stirling, Ils sont en Sterling, ouais, ils sont pas à Glasgow. et pas à Glasgow. Voilà. Louis, de ton côté, quel serait ton favori pour déjà le contre-la-montre homme? Alors, pour le contre-la-montre homme, je vais donner le nom de Remco Evenepoel.
Tout simplement parce que je juge qu'il est déjà en bonne forme. C'est déjà un premier élément important. On l'a vu sous la Classica San Sébastien notamment. Et puis même sur la course en ligne, si le parcours lui convenait pas, je le trouvais quand même assez fort de faire Il a fait beaucoup d'efforts et puis il a fini en roue libre. Je pense que voilà, s'il avait pu être dans le coup pour la victoire, il aurait été jusqu'au bout. Mais une fois qu'il a compris qu'il n'allait pas gagner, il s'est relevé et il s'est économisé, je pense, et fini en mode récup pour justement bien aborder ce chrono. Et avec la forme physique qu'il a, pour moi, c'est le favori avec Ghana. Voilà. C'est sûr qu'il n'a pas eu besoin de monter sur les rouleaux après la course, hein. La séance de décrassage, il l'a faite directement sur les 2 derniers tours qu'il a fait. Exactement. Mais en vrai, on en rigole, mais c'est des choses qui comptent hein, par rapport Ah oui, bien à sûr. Wout van Aert qui s'est dépouillé jusqu'au bout. Tu as encore la sollicitation médiatique derrière. Enfin, tu vois, tu rentres à l'hôtel 4-5 heures plus tard que Remco. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais ça joue. Dans une semaine où la récupération compte beaucoup. Et en plus, on est en post-tour pour un mec comme Van Aert. Ouais, c'est important. Et je pense que dans l'approche du contre-la-montre, Remco a un petit avantage là-dessus. Et côté français, qu'est-ce qu'on peut espérer justement? Est-ce qu'on peut avoir un podium ou ça serait un peu trop haut? Ça Podium paraît au chrono inespéré, quand même. intermédiaire peut-être pour Cavagna? Ouais. Ah, faut pas être méchant comme ça. Non, mais en vrai, Il y a ça paraît inespéré. il y a de quoi Faut voir pas top se 10. leurrer. Ouais, le top 10 est jouable. Le top 5 dans de bonnes circonstances, pourquoi pas, mais mieux, ça paraît quand même compliqué. Sachant Mais pareil, tu vois. en termes de distance, le chrono pour les hommes chez les élites fera 47,8 km. Ouais, c'est long. Mais tu vois, un Cavagna, c'est pareil, lui, il a fait 3-4 heures de course grand max et puis il a bâché. Tu vois, il est venu sur la course en ligne pour faire le nombre, faire quelques efforts en début de course en mode entraînement, et puis son objectif, c'est le chrono. Donc tu te dis que, bah, pareil, il vise à fond ce chrono des mondiaux. Et après, si tu regardes bien la start list, franchement, ça me paraît compliqué de faire mieux qu'un top 5. Mais voilà, des fois, il y a des surprises. Surtout que blague à part, ça fait un chrono de plus de 50 minutes et ça me paraît un peu long pour Cavagna, qui vraiment s'en sort bien sur les efforts de 30-35 minutes Ouais. presque. 20-25 km, c'est bien, mais plus, ça commence à être un peu au-dessus de Cavagna. Mais bon, des fois, il y a des surprises et pourquoi pas. Alors, pour le contre-la-montre femme, qui sera du coup jeudi, la veille du contre-la-montre élite homme, quel serait votre pronostic pour le coup? Je vais rester sur des spécialistes de la poursuite individuelle qui ont gagné un titre de championnat du monde en étant très forts, mais qui sont passés pas loin du record du monde et qui veulent peut-être avoir un aspect revanchard de ne pas avoir eu le record du monde d'améliorer une nouvelle fois. Et je vais dire Claude Eigert. Craig Eigert, qu'on a aussi vu sur la piste, hein, bien évidemment. On l'a bien vu. On l'a bien vu. Il est reparti avec un titre de champion du monde. Donc, c'est plus que pas mal. Louis, de ton côté, quel serait ton pronostic après Craig Eigert pour Geoffrey? Eh ben, pour moi, ça sera Marlene Reusser. Je pense que c'est la grosse pancarte pour ce chrono, après sa victoire, notamment sur le Tour de Suisse. Pour moi, voilà, c'est la rouleuse numéro 1. Alors, je suis pas le grand expert du cyclisme féminin, je m'en excuse. Mais voilà, si je devais donner un nom, ce sera Marlene Reusser. Qui n'aura pas, pour le chrono, elle ne devra pas bosser pour Vollering, donc c'est bon, elle est tranquille là-dessus, elle peut faire sa course perso. Et sur un effort individuel, Marlene Reusser me semble la plus grande favorite de cette course. Donc ça va faire quoi? Un duel Reusser d'Eigert? Où on peut voir une autre se mêler à la lutte? Attends, je ressors la flèche. Oui, il y avait d'autres noms, je ressors la start list. T'as Grace Brown qui est... Grace Brown, voilà, c'est le nom de Grace Brown qui ne me revenait pas. Oui, il y a Grace Brown qui peut être présente, mais elle semble. Enfin, si on se base sur le chrono récent au Tour de France, par exemple, en dessous de Marlene Reusser. Donc, dans les habitués du contre-la-montre ces dernières années, c'est Marlene Reusser qui semble le plus forte, mais il y a le grand retour de Claude Eigert cette année, qui me fait penser qu'elle va être en mesure d'aller chercher le titre mondial, alors qu'elle était passée, enfin, qu'elle avait eu à Harrogate et qu'elle aurait pu avoir à Imola si elle n'avait pas eu sa grave chute. Et en sachant que Ellen Van Dijk ne défendra pas
sa tunique de championne du monde antique puisqu'elle ne court pas cette saison et Mathieu a la bonne raison de pourquoi elle n'est pas là. Parce qu'Ellen Van Dijk est enceinte. Voilà, ce qui lui fait une belle raison de manquer ses mondiaux. Donc elle n'aura pas la tenante du titre qui pourra faire le doublé sur ce contre-la-montre. Le triplé, ça aurait même été un triplé puisqu'elle avait gagné aussi en 2021. D'ailleurs, à part Chloé Dygert, aucune ancienne championne du monde du contre-la-montre n'est présente. Eh bien, on verra si on a une nouvelle championne du monde ou pas. Pour toi, Geoffrey, c'est long, hein, puisque tu mises sur Chloé Dygert. On va passer aussi à votre pronostic pour la course en ligne chez les femmes, les élites. Geoffrey, je crois que tu nous avais glissé ça. Ton pronostic, il me semble. L'Auto-Kopecky, mais sur toutes les classiques, depuis le début de l'année, tu demandes un pronostic, je dis l'Auto-Kopecky. Et à chaque fois, à peu près, ça marche. Et elle n'est pas trop usée du Tour de France, vu la course qu'elle a faite dimanche sur la piste, en gagnant l'élimination. Elle aura encore d'autres courses sur la piste d'ici la fin de semaine. Donc, de quoi continuer de se rôder et de répéter les paroles de la Brabançonne sur le podium. Avant, je pense d'aller chercher ce titre parce que face à elle, il y a une très grosse équipe néerlandaise, mais la capacité des Néerlandaises à faire n'importe quoi dans les compétitions par sélection nationale est dantesque depuis bien longtemps. Donc je pense que Kopecky va gagner. On verra, peut-être qu'elles s'inspireront, les Néerlandaises, de Mathieu Van Der Poel et de la tactique des Néerlandais chez les hommes. Ouais, non, mais là, par contre, ne pas les voir, ça paraît très surprenant, quoi, parce que c'est sûr. Vollering, on va la voir à un moment, Vibus, on va la voir à un moment, Van Vleuten, elle, pas sûr qu'on la voit vraiment, ou moins distancée. Ça anticipe. Voilà, parce que là, pour le coup, on parlait de coureurs qui ont besoin de temps pour mettre en route la machine et faire des attaques bien longues. Là, clairement, le profil lui convient pas à Annemiek van Vleuten. Je suis curieux de voir ce que pourrait faire Shirin Van Androoy. Parler de parcours qui avantageait les crossman habitués à beaucoup de relances. Kouros comme elle, peut-être Persico pourrait faire quelques petites choses. Et Liane Lippert aussi, puis il peut être une petite cote côté allemand, mais pour moi la très très grande favorite, c'est l'Auto-Kopecky. Bon, c'est un peu aussi le cœur qui parle, mais... aussi. Voilà. Comme mais on te comprend. Pour la semaine dernière, c'est pas complètement objectif comme pronostic. Louis, de ton côté, quel serait ton prono? Moi, je ressors ma grosse cote Marlène Reusser pour le doubler. Alors, ça paraît complètement fou et je pense que personne ne va miser sur elle, mais allez, je me dis qu'elle va même faire le triplé en remportant le relais mixte des mondiaux. Donc, elle va faire le triplé, ça sera du jamais vu, je crois. Voilà, c'est la grosse cote. Je me dis que le duo suisse Chabet-Reusser, qui peut bien profiter du marquage habituel entre les Néerlandaises, voilà, c'est ma grosse cote et bon, si ça passe, ça sera inespéré, mais j'y crois pas trop. Et ne croyez pas non plus que je fais partie du fan club de Marlène Reusser parce que ça peut porter à confusion, mais c'est juste mon délire on va dire, de semi-amateur de cyclisme féminin. Donc voilà, je sors ma grosse cote, Marlène Reusser. Sachant que tu évoquais triplé, effectivement, ça n'a jamais été vu un triplé sur la route. Il y a eu plusieurs fois des triplés sur la piste. On a même championnat du monde, en tout cas. Dans un même championnat du monde, ouais. Ouais. Alors, il y a eu aussi le cas de Pauline Ferrand-Prévot qui a été 3 fois championne du monde en même temps, mais c'était passé dans le temps, les 3 titres. Et différentes disciplines. Là, à la limite, l'Auto-Kopecky, en vrai, ça pourrait être un triplé, élimination, omnium, course sur route. Soyons fous, un quadruplé avec la course au point. Je ne sais pas si c'est elle qui est prévue là-dessus, mais... Ouais, oui, sinon chez les hommes le plus proche, ça serait Mathieu Van Der Poel, hein, du coup, maintenant. S'il fait le VTT. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui sera pas le plus évident non plus. Blague à part, Geoffrey, est-ce que toi qui t'y connais mieux que moi en cyclisme féminin, est-ce que Marlène Reusser peut jouer une carte intéressante sur la course en ligne? Sur une grosse rouleuse comme ça, ce qui me paraît compliqué pour elle, ce serait de faire la différence. Ok. Donc,
J'aurais pu y croire avant la course, mais quand j'ai vu à quel point Evenepoel était complètement à la rue sur ce parcours, à quel point un Pogačar n'a pas été en mesure de faire la différence alors qu'il a quand même un sacré punch, j'ai du mal à voir Marlon Reusser sortir. Sauf si les circonstances de course font qu'à un moment, il y a un groupe de 3-4 outsiders qui part et qu'elle est devant et que derrière, ça se regarde un peu et que ça ne sait pas trop quoi faire. Et elle a l'intelligence de course pour éventuellement aller surprendre du monde par rapport à ça. Et Oui, ça pourrait l'aider. Parce que Reusser, c'est pas forcément la coureuse la plus simple à aller récupérer. Ah, c'est ça. Si elle se retrouve à un moment seule devant et qu'elle a 10 secondes d'avance, peu importe qu'on soit à 5, à 12 ou à 40 km de l'arrivée, ça peut être plié. Mais la difficulté pour elle, ce serait de s'isoler à l'avant. Et du côté de l'équipe de France, est-ce qu'il y a quelque chose à jouer en particulier? Ouais, le VTT et la piste, c'est pas mal. Pour rappel, la sélection française pour la course en ligne, on a donc Victoire Berthaud, Aude Bianic, Clara Copponi, Audrey Cornorago, Cédrine Kerbaol, Juliette Labousse et Marie Lenette. Donc 3 pistards sur les 8 déjà. Voilà, avec aussi Cédrine Kerbaol et Juliette Labousse qui doubleront avec le contre-la-montre. Et on ajoute Audrey Cornorago pour faire le relais mixte. Il n'y a que Aude Bianic qui ne fera que la course en ligne dans ces mondiaux. Voilà. Bon. Ouais, le circuit me paraît peut-être un peu trop technique pour Juliette Labousse. Et puis pas assez peut-être exigeant. Bah, c'est pareil, c'est une coureuse qui aurait besoin qui semble avoir besoin de place pour mettre en route et ça me paraît peut-être un peu compliqué. Place d'honneur, ouais, il y a de quoi clairement avoir une place d'honneur, avoir plusieurs filles dans le top 20, voire le top 15, en avoir une dans le top 10, ça serait vraiment une déception qu'il n'y en ait pas. Mais voilà, quoi, ça va dépendre des circonstances de course, à quel point ça va relancer, à quel point ça va attaquer, quelle place va être laissée aux outsiders, à quel point les Néerlandaises vont faire n'importe quoi. C'est un élément important. C'est un élément important. De ce que j'en comprends, Geoffrey, de ce que tu nous dis. Eh ben écoutez, très bien. Pour l'équipe de France, on peut donc s'attendre à une course offensive puisqu'elle n'aurait sur le papier rien à perdre à part à tout tenter. Ah, et des filles de toute façon comme Marie Lenette et Victoire Berthaud, vu leur tempérament, ça va en mettre une à un moment ou à un autre. Bon ben voilà, ça nous promet de belles choses à voir sur cette course en ligne femmes, donc dimanche prochain. On va évoquer rapidement avant de finir aussi ce qui se passe sur les autres disciplines que la route. Alors à l'heure où on enregistre ce podcast, on est lundi dans l'après-midi, on a 6 titres, 6 médailles d'or, avec, bon, quand même pour nuancer, 5 titres. Alexandre Léoté vient de gagner le kilomètre C2. Ah voilà, alors oui, alors justement en fait, alors je vous explique, c'est juste que je dis 6 en me fiant au tableau des médailles de l'UCI qui sépare cyclisme et paracyclisme. Donc on est pour l'instant du coup à 6 titres en cyclisme et 6 titres en paracyclisme, avec donc côté paracyclisme 2 fois Kevin Lequinf, 2 fois Alexandre Léoté, 1 fois Florian Chapeau et 1 fois Heidi Gauguin. Et du côté du cyclisme, donc valide, on a 6 titres là aussi, dont 5 titres en grande fondo, avec notamment Jeannie Longo qui est allée chercher un nouveau titre de championne du monde dans la catégorie en grande fondo contre la montre, dans la catégorie des 65-69 ans. Et c'est complètement n'importe quoi de faire un classement où on prend en compte le grand fondo, mais où on ne prend pas en compte le paracyclisme. Voilà. Donc, genre manque de respect envers les athlètes en e-sport, ça se pose quand même là, parce que compter des mecs qui ont 80 ans et qui gagnent le titre alors qu'ils sont tout seuls dans leur catégorie. Voilà, c'est pas forcément ce qui relève de la plus grande logique, mais bon, la volonté de l'UCI, le plus grand respect surtout. Oui, pour voilà. Les athlètes en e-sport. C'est aussi ça. Bon, en tout cas, c'est déjà pas mal aussi de pouvoir les réunir avec les valides. On le voit sur la piste, hein, c'est aussi intéressant de mélanger valides et athlètes en e-sport. Ça les met en valeur. Et je voulais juste aussi terminer avec donc le seul titre à l'heure actuelle hors grande fondo, c'est par Julie Bégaud, qui a été championne du monde de la course en ligne junior chez les femmes. Elle a été monstrueuse, hein. Franchement, très belle course. Là aussi, très belle course. Et pas que de Julie Bégaud, on avait aussi Célia Géry derrière. Célia Géry a fait un travail magnifique d'équipière derrière. Ça, c'est des coureuses qui courent bien tactique. Là, franchement, on parlait des Belges tout à l'heure, mais alors là,
putain, je veux dire, les gamines, elles ont c'est quoi, 16-17 ans. Tactiquement, c'était franchement du tableau au noir et bah, bon, on peut souligner quand même des performances comme ça parce que c'était une vraie belle course collective. Ouais, ça faisait plaisir à voir, en effet. Euh, on va dire un petit mot sur ce qui s'est passé du côté de la piste aussi. Alors, ce lundi après-midi, on n'a pas encore de titre, de médaille d'or. On a quand même plusieurs médailles. On a Benjamin Thomas qui a décroché l'argent en omnium, Valentine Fortin qui a décroché également l'argent en élimination, et 2 médailles de bronze pour la vitesse par équipe chez les hommes et pour la poursuite par équipe chez les femmes. Voilà, bien évidemment, le programme n'est pas encore complet, hein. Il reste plusieurs autres courses, notamment l'omnium femme, l'américaine homme, la vitesse individuelle femme. Bref, je ne vais pas tout vous faire le déroulé, mais concernant la piste, déjà Geoffrey, comme tu es notre spécialiste piste, est-ce que déjà sur ce qu'on a sur cette, on peut dire, une première partie des épreuves de piste de ces mondiaux, est-ce que c'est de bons résultats pour la France? Il y a des bons résultats, il y a des résultats qui sont décevants. Le... Typiquement, la médaille de bronze en vitesse par équipe, malheureusement, on n'est pas en mesure de faire mieux parce qu'aucune équipe à travers le monde n'est en mesure de faire mieux que les Pays-Bas et l'Australie. Donc, c'est faire troisième en vitesse, pour donner une comparaison qui va parler à tout le monde, faire troisième en vitesse par équipe actuellement, c'est comme faire troisième du Tour de France derrière Vingegaard et Pogacar ou faire troisième en cyclocross derrière Van Aert et Van Der Poel. Oui, c'est être, Donc, être le meilleur des autres un peu. on est dans une situation où on a des coureurs qui sont en mesure de faire des choses excellentes, mais à côté, les mêmes coureurs, Ryan Hellel et Sébastien Ligier par exemple, ont été très décevants en vitesse individuelle, en étant éliminés très tôt. Dès les 16e, je crois. C'est ça, aucun Français en huitième de finale, c'est pas arrivé depuis au moins 30 ans, je dis au moins 30 ans parce que j'ai pas su retrouver les résultats détaillés des championnats du monde avant que ça passe à l'ère open et que ce mélange professionnel et amateur. Sur l'Omnium, Benjamin Thomas est passé très près du titre. Valentine Fortin est passé aussi proche du titre en élimination. On a de quoi espérer avoir des victoires prochainement. Les Américaines, côté masculin ou féminin, peut-être l'Omnium féminin, les courses au point qui vont arriver. Euh, Pourquoi pas la vitesse individuelle avec Mathilde Gros? J'y crois toujours à une remontée petit à petit par rapport à ce qu'elle est capable de faire. Et on a le kilomètre avec Melvin Anderno. Alors, pour le kilomètre, la grosse question, c'est est-ce que Orlando sera là ou pas? Mais enfin, on a de quoi gagner des titres sur ce qui va suivre. Et globalement, on a aussi un bon point si on regarde la dynamique globale de l'équipe de France. On est en train de se demander est-ce qu'on n'a pas raté le début des championnats? On a 4 médailles, il y a eu 12 épreuves. Oui, Si c'est on quand même pas remonte, mal, quoi. si on remonte à 2018, donc c'était il y a juste 5 ans, on finit des championnats du monde avec 2 médailles. Oui, donc il y a une progression d'ensemble de Il y a l'ensemble une de l'équipe de France. progression, on pèse, si on ne gagne pas, on est presque dans le coup partout à côté, que ce soit l'équipe d'endurance, l'équipe de vitesse, côté masculin, côté féminin, on est présent partout. Faut pas oublier aussi que sur certains événements individuels, il y a peut-être une préparation physique et ou mentale qui était un peu différente parce que en raison des modalités qualificatives pour les JO et ces mondiaux sont les preuves, enfin, un tiers des points qualification aux JO sont sur ces mondiaux. Et donc peut-être que ça a joué là-dessus et ça a pu faire que individuellement en vitesse par exemple, c'était pas vraiment ça pour le moment. Ouais, justement, du côté du sprint, on a eu des résultats, on peut le dire quand même au moins en demi-teinte, notamment par exemple chez les femmes où la vitesse, en vitesse par équipe, Marie-Divine Kwame, Julie Michaud et Mathilde Gros n'ont pas réussi à passer le tour de qualification. Est-ce qu'on peut dire que sur l'ensemble du sprint français, c'est inquiétant ou c'est trop isolé par rapport au reste des résultats? On va dire, côté masculin, c'est une très grande déception de voir aucun des deux en 16e, mais d'un autre côté, les chronos sur le 200 mètres lancés n'étaient pas nécessairement très bons. On verra s'il y a une réaction d'orgueil dans le Keirin, mais peut-être que ce trio se disait aujourd'hui, non, tout pour la vitesse par équipe, où le but c'est de faire le meilleur chrono et d'essayer de s'approcher
des Néerlandais et des Australiens, on n'est qu'à 1 seconde d'eux. Sur une épreuve de 42 secondes, c'est énorme 1 seconde, mais on n'est plus qu'à 1 seconde d'eux. Donc on progresse en ayant encore ce retard conséquent. Peut-être qu'il y a ça. On va voir les déclarations et comment ils évoqueront tout ça après. Côté féminin, c'est une déception de ne pas être dans le top 8, parce qu'il n'y a que 8 places qualificatives, et là actuellement on est redescendu 9e au classement olympique là-dessus. Il faut se rattraper sur le reste. Si on prépare pas nécessairement le 500 mètres, ça peut justifier qu'on soit un peu en dessous. Peut-être ça peut expliquer ça pour Marie-Hélène Kouamé, mais qui n'a pas eu des prestations excellentes là. Alors qu'on était très bon au début d'année, donc il y a de quoi être partagé là-dessus. La suite des compétitions, le Keirin a été décevant. Il reste la vitesse individuelle, où on aura les huitièmes de finale demain, avec un très gros test pour Mathilde Gros, parce qu'elle va être contre une autre compétitrice qui est elle aussi en déclin par rapport à ce dont elle est en mesure de faire techniquement, puisqu'elle va affronter Kelsey Mitchell, la championne olympique. Donc il y aura en huitième de finale un match sec entre la championne du monde et la championne olympique. C'est pas rien. C'est pas rien. Marie-Hélène Kouamé, ça va être plus compliqué face à Sophie Capewell. Les Britanniques sont en très très grande forme sur ces mondiaux. Les Allemandes sont comme d'habitude pas mal non plus. Il y a un très très gros niveau et très dense. C'est pas côté féminin, c'est pas comme côté masculin où on va dire il y a la Vrizen et presque le reste du monde avec juste 2 ou 3 coureurs capables de rivaliser avec lui pour ne serait-ce que essayer de le battre. Là, c'est beaucoup plus ouvert mais il y a de quoi essayer de se reprendre par rapport à ça. Sinon, c'est plus un bilan, ce serait plus côté féminin, un bilan décevant que réellement inquiétant, parce qu'il reste encore le temps de remonter la pente d'ici un an. Bon, voilà. Merci de nous rassurer. Et puis, évidemment, comme on n'est pas sur la fin de ces épreuves de piste, de ces mondiaux, il ne faut pas non plus tirer des conclusions définitives. Voilà. Les épreuves qui restent, ce qui reste encore à jouer aura un impact, une importance. Bref, on verra ça. Un mot aussi par rapport au VTT qui arrivera en fin de semaine. Louis, toi qui maîtrise un peu plus le VTT que nous, qu'est-ce qu'on peut attendre sur le VTT? Est-ce qu'on peut avoir un titre? Il y a de bonnes chances pour l'équipe de France. Alors, le VTT cross-country, je maîtrise un peu parce que la descente, c'est encore à part. Sur le cross-country, donc la discipline olympique, qui est une discipline qui est quand même plutôt prolifique du côté de l'équipe de France depuis de nombreuses années. Effectivement, on a des bonnes chances de médaille, peut-être un peu moins que d'autres années, notamment chez les femmes où on n'a pas forcément les deux meilleurs sur le papier. Donc Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte pour différentes raisons. Donc déjà, elles font pas forcément pour l'instant une très grande saison. Loana Lecomte a quand même réussi à gagner une fois en Coupe du Monde, c'était à Lenzerheide si je me trompe pas. Donc elle a réussi donc à gagner à ce niveau-là. Mais il y a une jeune femme, depuis le début de l'année, qui est très très en forme. C'est Pugh Peters qui fait figure de favorite numéro 1 sur le VTT féminin. Et de son côté, on a donc Pauline Ferrand-Prévot qui, elle, est tombée à Val d'Issolet il y a un petit peu plus d'un mois. Une grosse chute qui lui a occasionné un forfait pour les championnats de France autour du 14 juillet. Donc Pauline Ferrand-Prévot, elle revient seulement, on va dire, après cette chute. Donc il y a un petit peu d'incertitude sur son niveau. Alors, forcément, quand on s'appelle Pauline Ferrand-Prévot et qu'on s'aligne au départ d'une course, c'est rarement pour prendre des vacances. Donc faut quand même s'attendre à ce qu'elle tente quelque chose pour aller chercher le titre. Mais on ne peut pas dire que les deux Français sont les deux plus grands favorites. Mais voilà, Loana Lecomte a gagné le championnat de France il y a 3-4 semaines. Donc les Français sont partis des outsiders, ils ne sont pas les favorites numéro 1. Mais voilà, il faudra compter sur elles. Et chez les hommes, on a quelques cartes également plutôt intéressantes. Je pense notamment à Jordan Sarrou, champion du monde 2020, à Joshua Dubo qui fait une belle saison, sa meilleure chez les élites. Donc lui qui peut être vraiment un bon outsider, il a terminé deuxième à Nové Mesto sur la première manche au mois de mai. Jordan Sarrou, il fait 2 podiums également au mois de juin à Lenzerheide et à Leogang. Et enfin, j'ajouterai en grosse cote Thomas Griot. Pareil, c'est un coureur qui fait des bons progrès ces dernières années.
Et sur un bon concours de circonstances, tu peux te dire que c'est le genre de coureur qui pourrait se retrouver, tu sais, un peu la surprise du championnat. On a toujours eu, notamment je trouve ça de l'Espagnol, là, j'ai plus son nom en tête, mais en Rio 2016, qui sort un peu de nulle part et qui vient chercher une médaille de bronze. Tu vois, tu peux avoir sur une course d'un jour, en VTT, tu as toujours cette incertitude d'avoir des coureurs que tu n'attends pas et puis qui sortent la course qu'on pourrait dire d'une vie et qui viennent chercher des médailles. Mais voilà, faut pas se cacher que chez les hommes, on est pareil, on n'est pas favoris. Les Suisses, comme d'habitude, avec Nino Schurter, Matthias Flukiger et Lars Forster, tu vois, c'est des gros favoris. Et puis évidemment, Mathieu Van Der Poel, qui sera donc aligné au départ et qu'on n'a pas vu cette saison en VTT, mais qui fait toujours figure de favori quand il s'agit de départ d'une course. Donc à voir, voilà, les Français sont outsiders, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Il y a quand même plus de chances de médaille, je pense que Lona Lecomte est notre meilleure chance de médaille. Mais voilà, faudra surveiller. On peut avoir une bonne surprise. Le titre n'est vraiment pas exclu. Hein, voilà, c'est une course d'un jour, donc tout est possible. Et puis, allez, chez les catégories un peu plus jeunes, on a Lynn Burkier qui sera alignée chez les espoirs femmes. Donc, Lynn Burkier, c'est le nouveau talent féminin qui monte en puissance au fil des années. Cette année, elle a couru les Coupes du Monde avec les élites où, forcément, il y a une adaptation au niveau élite qui est un peu compliquée. Où elle souffre peut-être un peu de la. Bon, j'ai une hypothèse, mais voilà, le fait de côtoyer l'élite, vraiment, c'est quand même, c'est pas facile. Et là, elle va être dans la catégorie espoir, donc une course qui peut être un peu plus ouverte pour elle. Et puis voilà, donc elle fera partie des favorites de cette course, donc intéressant. Et puis chez les hommes, on va surveiller chez les espoirs hommes Adrien Boischiche, qui est, je pense, notre meilleure carte de médaille sur cette tranche d'âge. Très bien. Bon, en tout cas, ça fera de belles courses intéressantes à suivre. Puis on finira notamment parmi les épreuves qui restent encore à disputer. On va pas tout évoquer, mais on a quand même aussi envie de citer qu'on a notamment le BMX Racing où on peut avoir de belles attentes et de belles espérances de titre avec Romain Maillut et Joris Daudet qui ont remporté à eux deux les 4 manches de Coupe du Monde de cette année. Donc il y a de quoi avoir de belles espérances du côté du BMX en tout cas. Puis il y a du cycleball ce week-end. Voilà, aussi, comme ça si... Je sais que ça existe, j'en ai jamais vu, donc j'espère que ça va être diffusé avec les autres épreuves. Voilà, si vous avez envie de découvrir ce qu'est le cycleball, ça sera donc vendredi, samedi, dimanche, avec aussi le cyclisme artistique. Donc c'est vrai que ça, c'est le genre de discipline qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Bah écoutez, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. On a bien passé en revue tout ce qui s'est passé, tout ce qui est encore à se dérouler au cours de ces championnats du monde de multidisciplines en Écosse du côté de Glasgow. Écoutez, Louis Geoffrey, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast, d'avoir apporté votre expertise. Et pour le prochain podcast, on va faire une petite pause et on se retrouvera d'ici un mois à peu près du côté du début de la Vuelta. D'ailleurs pour la première fois, cette Vuelta qui reliera Barcelone à Madrid. Et donc écoutez, en attendant le prochain podcast début septembre à peu près, eh bien, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.